Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo de Top 2 et aujourd'hui on se dirige vers Greux Games. Et on commence à avoir pas mal de jeux chez Greux Games. On va donc diviser ça en 3 tops, les tops de jeux que j'aime bien, les tops de jeux que j'aime un peu moins bien et les tops de jeux auquel je veux jouer, que je souhaite découvrir, que je n'ai encore jamais testé. Et on va commencer avec du positif comme d'habitude, puisqu'on commence avec le top des jeux que j'adore chez Greux Games. Et on va commencer avec une de mes pépites de ma ludothèque, il s'agit de Roa. Roa, c'est un jeu signé Yoann Goupy et Théo Rivière, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs, et c'est un jeu basé sur la mécanique de draft. En fait, Roa, c'est une terre aride représentée par un plateau individuel, donc on va tous avoir, avec 9 cases représentées dessus. Donc c'est un carré de 3 sur 3. Le principe de draft, il va se faire grâce à des petites pioches qu'on va retrouver entre chaque adversaire. À mon tour de jeu, je vais donc soit piocher à droite, soit à gauche, et sélectionner une carte qui représente un biome, pour le mettre sur ma terre aride, soit sur mon plateau de Roa. Le but ici, ça va être donc de développer la faune, la flore, pour pouvoir y faire revivre la vie, tout simplement, et pour avoir un max de points d'énergie qui représente en fait les points de victoire. Ça se joue en 4 manches, toutes divisées en 4 tours. 3 tours de jeu et de draft, et un tour de décompte des points. C'est un jeu hyper sympa qui se joue super bien, chaque plateau a 2 faces pour avoir une face un peu plus simple à jouer, une face un peu plus compliquée aussi à jouer. Il y a eu une extension qui est sortie, Sentima, alors je ne peux pas vous donner mon avis dessus, je n'ai pas pu y jouer, tout simplement parce que je trouve que pour le contenu, la boîte est un peu chère, mais ça arrivera un jour, ne vous en faites pas. En bref, pour moi, je trouve que la mécanique marche bien, que le pitch est super, et qu'en plus, on est sur un format qu'on n'a pas trop vu encore jusque-là, avec les petites cartes carrées, etc., etc., donc ça mêle plein de choses pour que ce soit bon. Le prochain jeu à être dans ce top, c'est Nidavellir, un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs et qui est signé Serge Lager. Et là, si vous êtes fan de taverne, de nains, d'elfes et de dragons, eh bien vous êtes tombé au bon endroit. Nidavellir, c'est le nom d'un royaume, le royaume des nains et des naines. Et ce dernier est menacé par le dragon Fafnir. Du coup, le roi vous mandate pour pouvoir aller le vaincre. Et pour ça, eh bien, vous allez devoir miser sur des tavernes pour pouvoir embaucher des nains dans votre équipe. Et une fois que vous aurez embauché assez de nains, ou en tout cas les bons nains, vous allez pouvoir surtout embaucher et recruter des héros ou des héroïnes. Et là, ça va vous faire un max de points. Sachant que on va vraiment miser avec des pièces présentes dans le jeu, mais qu'on va pouvoir revaloriser aussi en cours de route. C'est vraiment un jeu où on va avoir plusieurs stratégies pour réussir à gagner, et il n'y en a pas une qui est meilleure que d'autres. Tout va dépendre vraiment de la façon dont on est le plus à l'aise pour jouer, de ce qui aussi se présente dans les différentes tavernes, de comment vont jouer nos adversaires, etc. etc. Donc c'est très très intéressant. On a en plus 2 extensions qui sont sorties qui vont nous rajouter des artefacts, des mercenaires et diverses créatures. Donc ça va être très intéressant à aller checker. Moi, c'est un jeu que j'adore. Ça fait partie des premiers jeux aussi que j'ai découvert, je pense, dans les jeux modernes. Donc pour rappel, je joue que depuis 3-4 ans vraiment aux jeux de société. Et en plus, il y a un attachement au fait que l'illustrateur du jeu, qui est Jean-Marie Minguez, vient un petit peu de la région qui m'a permis de découvrir aussi les jeux de société. Et il avait intégré, je me souviens, dans une des extensions, je crois, un très très bon ami aussi, donc représenté en nain. C'était très rigolo. Et puis, c'est toujours très marrant de se dire... Là, j'ai la carte, c'est un pote, tu vois. Donc, il est dans mon équipe, il est dans ma team, et ça, c'est super. Et d'ailleurs, en parlant de l'illustrateur, ça me fait arriver, du coup, au 3e jeu de ce top, qui est 5 royaumes. 5 royaumes, c'est aussi illustré, du coup, par Jean-Marie Minguez, et c'est signé Florian Grenier. Et là, on est sur un jeu duel, uniquement, donc, à 2. Et là, le but, dans 5 royaumes, c'est de reprendre le pouvoir sur les 5 royaumes, après des années et des années de retrait. Et pour ça, on va devoir recruter des personnes dans notre conseil en le plaçant donc autour de notre trône. Donc on va pouvoir à chaque fois recruter au maximum 4 personnes, puisqu'on peut avoir que 4 cartes autour de notre trône. Mais on va aussi pouvoir augmenter notre influence sur certains royaumes en prenant les cartes, en les retournant et en les mettant côté bannière colorée, ce qui va avoir un impact aussi sur les points qu'on va pouvoir faire. 2 façons de gagner, soit réunir 5 titans,
soit avoir un maximum de châteaux avant la fin de la partie, sachant qu'on va pouvoir bien sûr mettre des bâtons dans les roues de notre adversaire, on va pouvoir un petit peu se batailler, on va aussi pouvoir faire des combos pour gagner un maximum de points grâce au personnage de notre conseil. On ajoute à ça le fait qu'il y ait une façon un peu particulière aussi de piocher et de gagner des cartes dans ce jeu, puisqu'il faut savoir qu'il y a plus ou moins deux pioches. Je m'explique, on a une pioche classique, un tas de cartes face cachée, et on va avoir du coup des cartes qui vont former un carré face cachée devant nous de 3 cartes sur 3 cartes, avec 3 emplacements vides dans la diagonale. À mon tour de jeu, je vais donc piocher une carte de façon classique dans la pioche et la placer toujours face cachée dans un des emplacements vides de ce fameux carré. Selon la couleur de la carte que je place et son emplacement, je vais savoir quelle carte je vais piocher. Ça peut être une seule carte ou plusieurs cartes d'une même couleur. Et là donc, on revient à nos 2 actions possibles, soit je les place en influence, donc je les garde face cachée mais je les prends toutes, soit parmi les cartes que j'ai piochées, j'en sélectionne une seule, je défausse les autres et je viens la placer au conseil. C'est très malin, ça marche très bien, c'est très joli, moi ça m'embarque dans un véritable univers, ça me raconte une histoire, c'est ergonomique, c'est vraiment une petite boîte, ça fait d'ailleurs partie de la sélection des jeux pour partir en vacances, donc on aura même l'occasion d'en reparler dans un prochain top. Après le top des jeux que j'adore, que j'aime vraiment bien, on va passer au top des jeux bof, parce qu'on n'aime pas dire qu'on n'aime pas, et ça, vous le savez pourquoi. Et on va commencer avec un jeu, qu'est-ce que ça me fait mal de le mettre là, mais en même temps, à un moment donné, il faut faire des choix. Le premier jeu de ce top, c'est Golden Crash, un jeu 2 joueurs, et ouais, comme je vous l'ai dit, ça m'embête de le mettre là, parce que ça résulte quand même d'un challenge assez extraordinaire, c'est-à-dire que ça a été une conception de jeu sur 3 jours uniquement. C'est signé par la team Kaedema, donc Antoine Boza, Théo Rivière, Corentin Lebras et Ludovic Maublanc qui se cachent derrière ce jeu. Ces auteurs se sont réunis pendant 3 jours et ont réussi à concevoir ce jeu de A à Z, le tout je crois en faisant même des lives sur Twitch, etc. et en échangeant avec les viewers. On avait Valériane Olé et Camille Chaussy qui était là aussi pour réussir à faire une illustration de prototype sur place au fur et à mesure que le jeu évoluait. Donc c'est quand même un challenge incroyable et il en résulte d'ailleurs un jeu qui fonctionne très bien et qui est abouti. Mais le problème de Golden Crash, c'est le problème qu'on va retrouver dans beaucoup de ces jeux-là, c'est-à-dire que une fois qu'on en a un coup de cœur, les autres paraissent forcément moins bien. Et c'est ce qui arrive avec Golden Crash pour moi, c'est-à-dire que je suis fan de Radlands, forcément que c'est un peu moins piquant pour moi Golden Crash. Bon, en soi, qu'est-ce que ça nous raconte Golden Crash ? C'est une course de zeppelin, c'est un jeu duel, donc uniquement à 2 joueurs, et on va du coup s'affronter avec chacun et chacune 3 zeppelins. On a l'équipe des poules pirates et l'équipe des chamourailles. Devant nous, dans notre espace de jeu, on va avoir 3 zeppelins avec à son bord une célébrité qui va pouvoir nous permettre de gagner un peu de thunes si on répond un petit peu à ses exigences. Par exemple, on peut avoir, il faut que vous réussissiez à mettre 3 cartes identiques dans la colonne de cette célébrité pour pouvoir empocher sa somme. À notre tour de jeu, on va avoir 2 actions possibles. On peut répéter 2 fois la même, mais on va pouvoir piocher, jouer une carte ou défausser une carte. Sachant que sur une carte, il y a toujours un effet de pause et un effet de défausse. Il faut savoir aussi que quand on va vouloir jouer une carte, on a une contrainte principale qui est de jouer constamment dans la colonne où on a déjà posé le moins de cartes. Donc, parmi nos 3 zeppelins, il va falloir qu'on arrive quand même à équilibrer l'équipage et à savoir ce qu'on va faire. Est-ce que on va vraiment jouer la vitesse de la course et essayer de détruire les zeppelins de notre adversaire ? Ou est-ce qu'on va jouer dans la durée et venir essayer de cumuler un maximum de pièces dans notre coffre au trésor ? Il va falloir essayer de protéger nos zeppelins, il va falloir essayer aussi d'empocher un maximum de pièces. On va pouvoir jouer sur 2 tableaux. Et ça marche bien, la mécanique elle fonctionne bien. Moi j'ai un peu du mal avec ce double effet entre l'effet de pause et l'effet de défausse. Ça se mélange un petit peu dans ma tête. Et en fait, comme j'adore Radlands, que ça m'embarque vraiment dans un univers et que c'est légèrement plus complexe et que les dessins sont un peu plus durs à regarder, c'est moins enfantin entre guillemets, même si c'est pas du tout un jeu enfant, Golden Crash, mais du coup, le fait d'aimer quelque chose un petit peu plus poussé, quand on arrive dans Golden Crash, j'ai l'impression de revivre la même chose en un peu moins bien. Voilà.
Néanmoins, franchement, moi, je donne mon avis comme ça, mais j'aurais été incapable, c'est pas mon métier de toute façon, mais de créer un jeu qui fonctionne autant en 3 jours, c'est un exploit incroyable et ça retire en rien la valeur du coup de ce jeu, ce que je viens de dire. Ensuite, on passe à un jeu signé Phil Viscaro, ça se joue de 3 à 8, et ça déjà c'est un point positif, de se jouer jusqu'à 8, il s'agit de Dany. Et Dany, excusez-moi, mais c'est un jeu qui me met extrêmement mal à l'aise. Alors, peut-être que c'est parce que les parties que j'ai jouées, j'y ai joué avec une psy autour de la table et que j'avais peur de me faire psychanalyser toutes les 5 minutes à chaque fois que je jouais. Mais voilà, ça me met vraiment, franchement, petit frisson, quoi, vraiment pas très à l'aise. En fait, Dany, c'est un jeu où on va jouer à rôle caché. On va donc, du coup, dès le début de la partie, distribuer des rôles et soit on va jouer pour la personnalité principale de Dany, donc Dany, soit des personnalités alternatives, donc des voix dans la tête de Dany. À chaque tour, il y aura une des personnalités qui sera personnalité active, donc qui aura le dessus sur les autres. Et le but va être de devoir faire deviner une idée parmi une liste de 5 idées grâce à des cartes qui représentent des images. Ces images représentent elles-mêmes des souvenirs de Dany. Et quand je vous dis que ça met un peu mal à l'aise, c'est parce qu'en fait, ces images, elles ont forcément rien à voir avec l'idée qu'il va falloir faire deviner. C'est donc de l'interprétation pure, puisqu'on va pouvoir montrer une image, en cacher une partie, pourquoi est-ce que cette partie-là et pas une autre, essayer de chercher constamment ce que la personne a essayé de dire grâce à l'image. Et du coup, wow, moi c'est venir vraiment un peu trop dans mon intimité de comment je réfléchis un peu trop, non, j'aime pas ça. En tout cas, il y a 2 façons de mettre fin à la partie. Soit on enchaîne 6 succès, donc on a trouvé 6 bonnes réponses d'idées qui ont été trouvées. Et dans ce cas, toutes les personnalités alternatives de Dany remportent la partie. Soit on enchaîne 3 échecs, donc il y a 3 idées qui n'ont pas été trouvées d'affilée. Soit, du coup, la pioche est vide. Et dans ce cas, on arrive à un vote. Et on va tous devoir essayer de trouver qui est Dany. On vote. Si Dany n'a pas été découvert, et bien du coup, il gagne la partie et les personnalités alternatives se taisent. Il est enfin libre dans sa tête. Soit Dany est découvert et dans ce cas, eh bien, les personnalités alternatives l'emportent. Je pense que comme explication de jeu, c'est pas très clair, mais le jeu en soi est tellement basé sur l'interprétation, c'est tellement aussi abstrait un petit peu dans le fonctionnement et dans le concept, que c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, sans faire une partie. Franchement, rien que pour l'expérience, je vous le conseille. Moi, ça me plaît pas, mais c'est une expérience à vivre. En plus de ça, j'ajoute que le jeu a été remasterisé, il me semble, en 2023, et... Alors, il y a une extension, mais c'est pas vraiment une extension, c'est plutôt genre un Dany, mais spécial un peu film, je crois, qui est sorti aussi, donc... Voilà, pour les amateurs de ce jeu-là, eh bien, sachez qu'il y a de quoi. Pour terminer, dans les tops de jeux bof, on va parler d'un jeu familial qui est signé Corentin Lebras et Ludovic Maublanc. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. Il s'agit de Bingo Island. Bon, en soi, Bingo Island a tout pour plaire. C'est beau, c'est mignon, ça marche bien... Mais le principe de bingo, excusez-moi, mais c'est ringard quoi. Et ça, c'est ça que j'aime pas trop dans ce jeu. Qu'est-ce que c'est que Bingo Island? Eh bien, on est insulaire sur une petite île déserte. Le but est donc de planter des ressources, les récolter et de partir à la rencontre des animaux de notre île. Le tout pour découvrir des trésors. Et une fois qu'une personne a découvert 4 trésors, la partie se termine. On ouvre chacun et chacune nos trésors et c'est la personne qui a le plus de pièces d'or qui gagne la partie. Ça marche bien? Ça marche très bien en fait, c'est mignon, mais moi ce principe de tourner une aiguille sur une roue, de crier bingo quand on aligne du coup des ressources identiques, oh là là. Alors c'est très bien pour Timéo, 6 ans, qui va chez Mamie Jacqueline, 76 ans, hein. Je pense que franchement c'est un jeu qui va réunir les générations. Mais je pense que, je sais pas, ça aurait pu marcher sans gueuler bingo quoi, je sais pas. Moi c'est ce truc là, et on peut pas le retirer, hein. C'est le sel du jeu, c'est dans le nom, ça s'appelle Bingo Island. Donc voilà, c'est juste ce petit truc là qui me chafouine. Mais en soi, sinon, franchement, en vrai, ça marche bien. La mécanique marche très bien. Les illustrations sont chouettes. Ça marche vraiment en famille, voilà. Bon, moi, je l'avais découvert avec des amis, du coup, dans le cadre de leur travail, puisqu'ils tiennent une boutique de jeux, le Décalé, dont je vous ai déjà parlé dans les tops de jeux à prendre avec soi en vacances. J'espère que vous avez vu cette vidéo.
Et franchement, on s'était marré. Mais ce principe de bingo, quoi. Non. Non. Et enfin, on arrive dans le dernier top de cette vidéo, qui est le top des jeux auxquels je veux jouer, que j'ai envie de tester, que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir sous le nez. Et là, il n'y a qu'un seul jeu parce que, vous le savez, ça fait pas très longtemps non plus que je baigne dans l'univers du jeu de société, donc je n'ai pas 1 milliard de connaissances et je n'ai pas eu 1 milliard de jeux sous le nez. Donc, ce jeu, je vais lire, désolé, mais tous les noms des gens associés parce que, chez Gre Games, ils aiment bien faire des teams, voilà, donc... Pour Super Cats, parce que c'est le nom du jeu, Super Cats, on va retrouver Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc, Nicolas Horry, Théo Rivière et Nayad. Ça fait quand même pas mal de monde pour un seul et même jeu. C'est un jeu qui va se jouer de 3 à 6 joueurs et c'est un jeu d'ambiance. Et c'est pour ça que j'aimerais bien y jouer parce qu'il y a très peu de jeux d'ambiance qui arrivent à m'embarquer en général. En fait, je suis une fausse grande gueule du coup. Quand il faut faire des trucs, dire des choses devant ses amis ou les gens, je suis un peu timide et j'ai un peu du mal. Et là, franchement, Super Cats, ça a l'air assez marrant. Ça va se jouer en 2 manches principale. Dans la règle du jeu, on dit en 2 épisodes. La première manche va consister en la transformation de nos chats en super chats. Et pour ça, on va scander Super 4. Et là, on va montrer un nombre avec notre main qui va de 0 à 5. Selon le résultat, on va ou pas pouvoir transformer nos cartes chat en super chat. Une fois que l'un des joueurs ou l'une des joueuses a réussi à transformer ces 5 chats en super chat, c'est fin du premier épisode, fin de la première manche. Et cette personne devient un petit peu le super-héros au chat face au robot dog, donc au robot chien. Puisque ses adversaires, du coup, vont donc jouer en coopération contre les super chats. Et pour ça, on va construire un robot chien avec des cartes. Et on va partir sur la même mécanique, c'est-à-dire que, au lieu de scander Super Cat, on va scander Robot Dog. Et là, on va encore montrer un nombre avec nos mains, de 0 à 5. Et selon les résultats, soit c'est le robot qui va perdre des forces, soit c'est les super chats qui vont se retransformer en chat. En tous les cas, il y a quelqu'un qui va potentiellement perdre des forces. Et ça se termine soit quand tous les chats ont été retransformés, soit quand le robot n'a plus aucune carte et est donc décédé. C'est une véritable bataille avec un semi-coop après, donc les perdants de la première manche qui finalement forment une équipe pour la seconde. Je trouve ça super chouette. Je pense que ça marche bien, je pense que c'est rigolo. Et puis sincèrement, tu me mets un jeu et des chats, moi je trouve ça toujours génial. Voilà, c'est tout. Voilà en tout cas pour les 3 tops. La vidéo est assez courte et bien sûr qu'il existe bien plus de jeux que ça chez Gre Games. Mais comme je vous l'ai dit, moi ça fait 3-4 ans que je suis dans le monde du jeu de société, donc je peux pas tout connaître. Il y a toute une gamme narrative que je vous invite aussi à découvrir. Moi c'est pas quelque chose que j'ai encore trop découvert dans le monde du jeu de société, donc peut-être qu'un jour je mettrai le nez dedans. On a aussi des jeux un peu plus de gestion et tout ça chez Gre Games, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous avez des jeux que vous adorez chez Gre Games que je n'ai absolument pas cités ici, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Je les mettrai sur ma liste prioritaire des jeux auxquels il faut que je m'intéresse. Moi, ça m'intéresse toujours de découvrir des choses, donc n'hésitez pas à me partager vos favoris ou ceux que vous aimez pas, etc. en commentaire. Je lis absolument tout. Allez, sur ce, on se dit à très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch.